Plus la nature disparaît en Occident, plus nous la rêvons en Afrique. C'est ce que décrit Guillaume Blanc dans son livre « L'invention du colonialisme vert ». Pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, édition Flammarion. Guillaume Blanc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'environnement, spécialiste de l'Afrique contemporaine, maître de conférences à l'université Rennes 2. Et vous écrivez cet essai historique coup de poing, en fait, sur les risques d'une sacralisation de la nature. Pour vous, tout a commencé au XIXe siècle. La faute aux colonisateurs ? Alors la faute, en tout cas l'action des colonisateurs, oui. À la fin du 19e siècle, quand la révolution industrielle détruit finalement la nature en Europe, les colons sont persuadés de la retrouver en Afrique. Et donc c'est là où ils vont mettre d'abord la nature en parc, dans des réserves de chasse qui deviendront des parcs nationaux, et où ils criminalisent les habitants en inventant le mythe du bon chasseur et du mauvais chasseur. Le bon chasseur blanc qui chasse pour le trophée, le mauvais chasseur braconnier africain qui chasserait la nourriture. Ensuite, ces réserves deviennent des parcs naturels. Et ces parcs naturels, non seulement n'ont jamais cessé d'exister, ils se sont multipliés au lendemain des indépendances par des institutions, cette fois-ci internationales. Et à quel prix, concrètement, ces parcs dits naturels ? Alors, à quel prix ? Très simplement, alors les archives, là, c'est assez difficile. On sait qu'au minimum, 1 million de personnes ont été expulsées des parcs naturels africains. On estime le maximum à 14 millions. Mais aujourd'hui encore, c'est des centaines de personnes qui sont abattues dans des parcs pour avoir chassé du petit gibier, des dizaines et des dizaines de milliers qui sont expulsés, et des millions d'agriculteurs et de bergers qui sont criminalisés pour faire pâturer leurs troupeaux, pour cultiver la terre, mais qui sont punis d'amendes et de peines de prison encore aujourd'hui. Et c'est là que vous parlez de déshumanisation de l'Afrique. C'est ce processus, en fait, que vous décrivez dans votre livre. Oui, tout simplement. En fait, ce mythe de l'Éden africain, comme quoi l'Afrique serait vraiment une planète verte, vierge, naturelle, sauvage, puisque cette Afrique n'existe pas, il ne s'agit pas de la protéger, mais de la créer. Et pour ça, il faut la naturaliser par la force et donc la déshumaniser. Alors vous dites que ce sont les experts qui ont demandé au gouvernement de déplacer de force ces populations. Qui sont ces experts ? Alors, les experts, depuis les années 90, on a de plus en plus d'experts qui sont également africains, mais la grande majorité sont des experts occidentaux, européens ou états-uniens, et qui demandent à des États, non pas avant, ils demandaient de les déplacer de force. Aujourd'hui, ils demandent de les déplacer de manière volontaire, mais ils demandent à des États qui ont généralement des modes de politique plutôt autoritaires de déplacer des populations de manière volontaire. Le paradoxe, ils ne vont pas généralement chercher à le comprendre. Donc déjà, vous pointez du doigt des organismes comme l'UNESCO, WWF par exemple. Oui, alors la réalité est choquante, mais elle est bien réelle. Ces institutions, l'UNESCO, le WWF, l'UICN, mènent exactement les mêmes politiques qu'à l'époque coloniale. Ce sont des institutions créées à l'époque coloniale et leur discours est bien plus policé. Dans les années 60, dans les archives que j'ai pu découvrir, ils disaient « ici on ne risque pas la démocratie, on peut expulser ». Aujourd'hui, ils disent « privilégions une conservation communautaire en réclamant le départ volontaire des populations », mais l'esprit reste le même. Vous dites que les scientifiques sont allés jusqu'à falsifier les chiffres pour pouvoir créer ces parcs nationaux ? Alors en fait, c'est même encore plus complexe ou plus ironique que de la falsification, c'est que ce sont des chiffres faux, issus des années 50, 60, et qui en fait circulent, qui étaient en fait uniquement des estimations sur toute l'Afrique, comme c'était un tout homogène. En Éthiopie, ça serait 40% de forêt, le pays serait passé à 1%. Et ces chiffres, ils sont persuadés qu'ils sont vrais. Al Gore les reprend lui-même, les gouvernements africains les reprennent, mais ces chiffres ne reposent sur aucune donnée empirique. Voilà, donc cette naturalisation forcée de l'Afrique, on la retrouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Togo, en Centrafrique, au Gabon, en RDC, en Afrique du Sud, etc. Vous parlez de l'Éthiopie, où vous avez travaillé dans les montagnes du Simien. Oui. Voilà. Quel a été votre constat le plus choquant en Éthiopie ? Mon constat le plus choquant, très sincèrement, c'est de discuter avec des agriculteurs, des bergers, qui sont déjà parmi les plus pauvres au monde, surtout dans cette région du nord éthiopien, et qui se retrouvent déplacés, appauvris, et avec une consternation de leur part, en disant « on était bien au pays », c'est comme ça qu'ils appellent leur montagne, on fait juste cultiver la terre, pourquoi on nous expulse pour que des touristes viennent visiter
notre village qui maintenant est détruit, nos montagnes qui maintenant ne sont plus les nôtres. Et en fait, c'est la tristesse de voir que des parcs naturels, malheureusement, ne protègent pas la nature. La consommation que nécessite un voyage d'un Européen, d'un Américain dans un parc naturel africain, ça équivaut à détruire dans le monde les écosystèmes qui sont mis en parc dans cet espace. Et tout ça pour sacrifier des populations qui, elles, ne participent pas à la crise écologique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Arrêter ces parcs nationaux pour éviter que ces touristes occidentaux viennent détruire cette... Alors là, moi, je n'irai pas jusqu'ici, mais que l'UNESCO et le WWF prônent en Afrique les mêmes politiques qu'elles défendent en Europe, c'est-à-dire la coévolution entre les agriculteurs et les bergers et le monde naturel. En Europe, l'UNESCO valorise l'adaptation et en Afrique, il pointe du doigt la dégradation, comme si, là où l'Européen saurait s'adapter, l'homme africain, le paysan africain dégraderait. C'est issu d'un mythe colonial et il est urgent de reconnaître l'erreur commise. Parce que j'imagine que le tourisme participe également à l'économie du pays et c'est là où ça devient important pour les gouvernements. Exactement. Qui sont complices, pardon, allez-y. Oui, voilà, ces gouvernements, certes, n'ont pas choisi le cadre culturel de ce mythe de l'Éden africain, mais ensuite bénéficient des fonds des institutions internationales, de la reconnaissance des institutions internationales, qui leur permettent aussi de mieux contrôler des populations. Mais entre l'expert occidental et le dirigeant africain, cette alliance se fait toujours au détriment de l'agro-pasteur qui, je le répète encore une fois, ne participe pas à la crise écologique qu'il faut pourtant résoudre urgemment. Et ce, déjà au lendemain des indépendances, en fait. Oui, en fait, le WWF a été créé en 61 au lendemain de l'indépendance avec l'objectif explicite de faire face à l'africanisation des parcs. Et la politique, le discours a changé, mais l'esprit, lui, reste le même. Le WWF essaie de sauver l'Afrique des Africains. Eh bien, c'est une erreur. Mais